un petit signe, un petit message pour nous confirmer que vous entendez bien. Bienvenue dans cette conférence en ligne. Je m'appelle Alexandre Dana et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui s'appelle Les entrepreneurs font leur rentrée. C'est le tout premier webinaire organisé par le Vendredi des possibles. Qu'est-ce que c'est le Vendredi des possibles? C'est une newsletter que nous avons lancée avec les éditions Erol, où toutes les semaines, le vendredi matin, on recommande un livre qui permet de réaliser un projet entrepreneurial, d'avancer sur le chemin des possibles, d'avoir l'énergie, l'impulsion, la stratégie nécessaire pour faire passer un nouveau petit pas sur un projet. Et puis, en plus de cette newsletter hebdomadaire, j'ai eu envie d'organiser ces webinaires et je suis ravi pour le premier d'accueillir deux super entrepreneurs que je connais depuis longtemps. Alexis, je crois qu'on s'est vu pour la première fois, je me rappelle, dans un café à Paris, il y a 6 ans maintenant. Onur, Déjà, ouais, déjà, depuis très longtemps. Onur, toi, je te connais depuis aussi des années. Tu as ton compte maintenant depuis longtemps. Tu as publié un best-seller. Tu vas le présenter dans un instant. Et tu as aussi travaillé dans une des entreprises qui m'a le plus inspiré dans ma carrière, qui s'appelle Bonne Gueule, qui est une marque de mode masculine. Donc, ravi de vous avoir tous les deux avec moi pour ce webinaire. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui viennent de nous rejoindre? allez Onur, je te laisse démarrer. Et ben je commence. Déjà, est-ce que tout le monde m'entend bien ou pas? En termes de son et tout, juste pour être sûr que tout est bon. Je pense que c'est bon, écoute. C'est parfait. Dans le chat. Excellent. Merci Nathalie. Eh bien, moi, c'est Alexis Minkela. Et effectivement, comme les slides l'indiquent, j'ai commencé par créer un podcast qui s'appelle Tribu Indé. Et aujourd'hui, c'est un peu plus gros qu'un podcast puisque c'est tout un écosystème de contenu à destination des freelances slash consultants qui veulent mieux structurer leur activité d'un point de vue commercial, d'un point de vue positionnement, d'un point de vue marketing, d'un point de vue organisation. Hmm. Et donc ça m'occupe mon temps depuis maintenant 4 ans, 4 ans à quasiment temps plein. Et donc avec un podcast, une newsletter, un livre, puis on va en reparler. Mais voilà ce qui occupe mon temps aujourd'hui. Donc toujours un peu freelance, mais principalement solopreneur sur ce média qui s'appelle Tribu Indé. Et tu t'es lancé, toi, en tant que freelance, il y a combien d'années? Je me suis lancé en 2016, j'étais encore étudiant. Ouais. Et en fait, j'ai jamais vraiment quitté ça puisque mon premier job, j'ai travaillé pour une plateforme de freelance. Donc c'est plus Hmm. facile toujours de connecter les points a posteriori et de voir que c'est devenu un avantage compétitif par rapport à d'autres d'avoir vu de l'intérieur ce qu'est une plateforme de freelance. Mais j'ai Ouais. jamais vraiment arrêté de faire ça à côté de mon premier job salarié. Et puis ensuite, ouais, j'ai lancé ce podcast-là, j'ai continué en freelance solo. Je continue de prendre 3 à 4 missions par an aujourd'hui. Ouais. Et puis, mais ouais, le gros de mon temps aujourd'hui est là pour créer du contenu gratuit sur un peu toutes les plateformes et puis des programmes d'accompagnement individuels, en collectif, etc. sur Tribuandé. Et peut-être tout dernier point, avant de passer la parole à Onur, est-ce que tu me permets de parler de ta vie personnelle juste sur la partie géographique, Alexis, parce que je crois que Bien ça... sûr. Alors voilà, sans aller sur des choses trop intimes, Alexis, toi, durant ce parcours en freelance, tu as déménagé, tu es parti de Paris pour aller dans la ville de ma grand-mère, je crois, à Vannes. Pas loin, presque, Rennes. Pardon, Rennes. Et voilà, juste peut-être si tu peux dire un mot là-dessus, parce que dans cette notion de réaliser les possibles, il y a lancer une entreprise, mais il y a aussi peut-être la piloter depuis n'importe où, acquérir une certaine forme de liberté géographique. Toi, tu l'as fait sans que ton chiffre d'affaires baisse, et ça me semble assez génial pour être mentionné. Bah, effectivement, Rennes, pas un hasard, hein. Rennes, plus belle ville de France, bien évidemment, en toute objectivité. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai commencé à Paris. Et en fait, très vite aujourd'hui, en tout cas, moi, sur mon activité, mon business, il est pas limité géographiquement d'un point de vue ville, etc. Parce que j'ai pensé assez rapidement l'entreprise pour qu'elle puisse Mm. être pilotée sur Internet et qu'il n'y ait pas de limite géographique, que ce Ouais, soit sur les accompagnements, les contenus que je peux créer, etc. Tout se fait aujourd'hui en ligne, donc effectivement, c'est pas un, c'est pas un frein de ne pas être à Paris. Et je dirais même bien au contraire. Ça m'a énormément aidé. Je pense qu'on en reparlera peut-être sur le côté routine, organisation, mais ouais, je pense que c'était un des meilleurs moves que j'ai fait ces dernières années de partir de Paris pour aller à Rennes. Ouais. super.
Onur, à toi, qui es-tu? Euh, je te laisse te présenter. Ouais, bien, bonsoir à tous. Alors, moi, c'est Onur Karapinard, donc solopreneur depuis 2016. Euh, Tout a commencé en fait par une problématique personnelle, à savoir comment mener une bonne vie, bien vivre, bien penser. Ça a commencé un peu comme ça parce que j'étais vraiment au plus bas à cette époque-là. Et puis, j'ai commencé en fait à écrire, à documenter un peu mes réponses en lisant beaucoup de bouquins, beaucoup de best-sellers notamment. Et puis, j'ai écrit sur Medium en 2016. Et puis, progressivement, j'ai commencé à avoir une audience. Et puis, les éditions Erol m'ont approché. Et puis, j'ai appris sur le tas le marketing, l'entrepreneuriat, la vente, enfin, tout ce que vous apprenez, j'imagine, aussi au sein de Live Mentor. Et puis, progressivement, bah, à force d'avoir développé une communauté, bah, je me suis essayé à plein de produits et services, de la communauté en ligne, du coaching, des résumés de bouquins, du consulting. Et, euh, et je suis un peu un touche-à-tout, quoi. Je revendique un peu ce côté généraliste qui parfois peut faire défaut. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une grande qualité, surtout dans l'ère de l'IA, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi. Hmm. Et concrètement, bah, j'ai mené un peu plusieurs vies, entre guillemets, dans l'entrepreneuriat, parce que j'ai un peu tout essayé, jusqu'à me satisfaire à peu près de la création de contenu et aussi le soloprenariat, c'est-à-dire à savoir comment je peux... enfin, je suis vraiment passionné par, j'ai, on va dire, une mission personnelle qui est vraiment d'aider le plus de personnes à s'affranchir, à devenir libre et à déployer son plein potentiel. Et j'estime que l'une des meilleures façons, ça passe par l'entrepreneuriat. Hmm. Et en fait, je ne fais que documenter en fait mes réponses, mes apprentissages, mes lectures pour aider les gens à faire pareil. Donc, je dis pas que j'y arrive tout le temps et que je suis parfait, très loin de là. Je suis aussi faillible, mais je suis dans le chemin et je partage toutes mes réponses sur l'entrepreneuriat, sur l'IA aussi maintenant parce que je pense que c'est un sujet qui est très très préoccupant, à Hmm. la fois excitant mais très préoccupant. Mais peut-être qu'on en reparlera un tout petit peu si possible. Oui. Et en fait, les habitudes est un sujet qui m'est venu parce que je me suis aperçu, à force d'étudier les grands, enfin, les grands performeurs, artistes, entrepreneurs ou autres, que très souvent, l'une des tendances, la granularité, enfin, le dénominateur commun de leur réussite passait par les habitudes. Oui. Donc, concrètement, aujourd'hui, ce que je fais, bah, donc, je suis solopreneur, donc, je suis aussi consultant où je peux aider des patrons hein, sur LinkedIn. Je suis aussi, enfin, j'ai une newsletter qui s'appelle La Minute Solopreneur, où beaucoup de choses à raconter aussi, mais en gros, j'aide les gens à lancer, développer et réussir leur business en ligne. Et aussi, je partage beaucoup, en fait, je rends l'IA et la création de contenu simple et accessible pour tous. Voilà, en gros, Hmm. pour me présenter brièvement. Et puis, bien sûr, le livre, Petite habitude, grande réussite, que vous ne verrez pas parce que c'est flouté. Ouais, je sais pas si vous voyez bien. Là, c'est en mode, bon, je sais, c'est pas très malin pour le coup, mais moi, vous le verrez à la fin, c'est un petit teasing. Et c'est évidemment le livre que j'ai écrit grâce à la création de contenu. Donc, j'estime que la création de contenu est un super pouvoir. Et si dans ce webinaire, bah, vous avez la conviction que c'est aussi le cas, bah, je serais ravi d'échanger avec Top. Merci, merci, merci. On va essayer de parler évidemment de l'intelligence artificielle parce que c'est un des sujets qui a le plus occupé les médias durant l'été et je pense que les entrepreneurs qui font bien leur rentrée, c'est des entrepreneurs qui prennent le temps de la réflexion sur l'intelligence artificielle. Vous pouvez pas passer à côté de cette réflexion et de ce temps-là. Donc, on va en parler dans un instant avec toi, Onur. Tu vas nous donner tous tes conseils pour se naviguer dans ce nouvel océan qui est complètement nouveau. Première partie de ce webinaire, on va parler du plan d'action qu'on peut mettre en place pour les 3 derniers mois de l'année 2023. Cette année, je ne sais pas pour vous, elle est passée vite. Qui a eu l'impression, dites-le moi dans le chat, que cette année, elle est passée à une vitesse complètement folle? Moi, c'est mon cas. J'ai pris des bonnes vacances cet été, mais je trouve que le mois de septembre 2023 a été mais complètement infernal. Et je n'ai que des échos similaires dans les entrepreneurs qui m'entourent. Tout le monde a l'impression que septembre a été mais un raz-de-marée de nouveaux projets, projets qui sortent de terre, qui renaissent. Et donc, euh, ce mois de septembre, il est à la fois excitant, parce qu'on sent un élan qui est très fort, et en même temps, il peut être dangereux. Et savoir prendre du recul par rapport à ce qui est extérieur pour se concentrer sur une stratégie d'entreprise, c'est un des messages clés du livre d'Alexis, ici présent, euh, qui décrit ça très bien avec son plan en 90 jours. Donc, Alexis, je te pose cette question où je sais que ça va être dur de répondre en quelques minutes. Comment est-ce qu'on peut faire la différence en 90 jours? Et plus généralement, peut-être, pourquoi c'est si essentiel pour toi de faire un plan quand on est indépendant, freelance, thérapeute, quand on est à son compte?
Déjà, peut-être pour remettre le contexte, parce que le truc que j'entends le plus quand je parle des plans 90 jours, c'est que on se dit, oula, c'est rigide, c'est complexe à mettre en place, j'ai déjà pas le temps d'avancer sur mes projets, je vais pas en plus passer du temps à créer un plan, etc. Je pense qu'un truc, et tu vois, ça va faire le parallèle avec ce que tu dis sur 2023. Moi, je serais curieux aussi de savoir un peu comment est-ce que vous avez apprécié cette année-là. Euh, Parce que moi, je sens, en tout cas, par exemple, sur le marché des freelances, euh, si tu veux, la hype est de plus en plus présente, mais la concurrence s'est intensifiée et donc le marché s'est complexifié. Et en fait, je me rends compte d'un truc, c'est que en discutant avec des freelances, des consultants, des solopreneurs, des entrepreneurs, en fait, tu te rends compte qu'une des clés pour garder la motivation, pour continuer d'avancer même quand c'est dur, pour faire le tri dans tes projets, dans les opportunités que tu as, etc. En fait, tu te rends compte que beaucoup de personnes font l'effort, parce que c'est parfois un effort, d'être le plus structuré possible pour se dire, OK, je suis dans un semi-tunnel dans lequel je suis ouvert aux opportunités, mais je suis d'abord concentré sur mon entreprise, ma vision, mon envie. Et mon premier job en tant qu'entrepreneur, c'est de dérouler le plan que j'ai pensé. C'est peut-être pas le meilleur plan qui existe, mais c'est toujours mieux d'aller au bout d'un plan que tu as pensé plutôt que de dire Hmm. j'ouvre le tiroir A, j'ouvre l'opportunité B, tiens, il y a l'IA qui arrive, je vais me former alors que finalement, foncièrement, j'en ai pas vraiment besoin maintenant à court terme pour me former, etc. Hmm. Donc, petite introduction pour introduire le fait que, une fois qu'on a dit ça, bah, concrètement, comment est-ce qu'on applique ça? Le plan de 90 jours, c'est pas la méthode miracle, c'est moi la méthode que j'ai utilisée depuis que je suis à mon compte, même avant. Et pour aujourd'hui, c'est vraiment littéralement la seule méthode que je suis sans faille depuis 4 ans d'un point de vue organisation. Hmm. Peut-être que. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui sont à l'aise avec les plans 90 jours, qui ont déjà entendu parler de ça, ou parce que sinon, je peux peut-être rappeler rapidement ce que c'est. Ouais, je pense qu'à mon avis, tu pourras y aller. Voilà, on a quelques personnes qui Je disent connais ne pas, pas pas le du faire. tout, petit Juste rappel. pour Ok. rebondir sur ce que tu as dit, Vas-y, un vas-y, je t'en prie. million de nouvelles créations d'entreprises en France l'an dernier. Tu disais que l'entrepreneuriat est à la mode. En tout cas, c'est un chiffre qui augmente chaque année depuis 10 ans, le nombre de créations d'entreprises pour plein de raisons. Une d'entre elles, c'est l'appétence des gens pour être leur propre patron, diriger leur vie. Mais en tout cas, c'est certain que ça demande d'être de plus en plus professionnel dans la manière dont on est entrepreneur. Vas-y, je te laisse continuer. Le concept, il est très simple. C'est de se dire 90 jours, si vous avez fait bien le calcul, c'est 12 semaines. 12 semaines, c'est globalement un trimestre. Ce qui fait que l'idée, c'est que sur un an, une fois qu'on a posé nos objectifs annuels, c'est de se dire, bah, on va découper notre année comme un gâteau, on va le découper en quatre. On va avoir un premier Mhm. trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. L'idée, c'est que ce plan-là, euh, l'idée, c'est de fixer des objectifs le plus précis possible, en lien direct avec vos objectifs annuels. Ça peut être un objectif de chiffre d'affaires, ça peut être sortir un livre, ça peut être rencontrer au niveau local X personnes dans l'année, monter une communauté à l'échelle locale, peu importe. Tous vos objectifs trimestriels doivent être liés d'une manière ou d'une autre. Vous devez réussir comme un puzzle à les associer à un ou plusieurs objectifs annuels. Une fois que vous avez fixé ces objectifs trimestriels, eh bien, c'est de vous demander, sur les 12 semaines que j'ai à ma disposition, comment j'arbitre mon temps pour essayer d'atteindre, voire de dépasser ces deux ou trois objectifs que je me suis fixés à l'échelle du trimestre. Et l'idée, c'est d'avoir presque son plan d'action, sa feuille de route pour les 12 semaines, pour que pendant le trimestre entier, vous n'ayez plus beaucoup de questions à vous poser sur est-ce que je suis dans la bonne direction? Je suis en train de douter, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire? Je ne sais pas comment m'y prendre, Mhm. etc. Que vous soyez plutôt dans une phase d'introspection au démarrage de votre trimestre, d'introspection à la fin de votre trimestre, mais qu'entre les deux, vous deveniez une sorte de machine à exécuter. Ça ne veut pas dire qu'il faut travailler comme un dingue, mais de se dire, je sais ce que j'ai à faire quand j'ouvre mon ordinateur le matin ou quand je me mets à mon bureau le matin, je sais exactement sur quoi je dois travailler et sur Mhm. quoi je dois avancer chaque semaine. Voilà un peu le plan de 90 jours résumé. Tu l'expliques très bien dans ton livre et il faut, je trouve aussi, bien avoir en tête le comparable avec quelqu'un qui est salarié. Si je suis salarié, je suis dans un silo, au sens, je sais ce que j'ai à faire. Mon manager m'a guidé
l'entreprise m'a guidé, j'ai des objectifs annuels. Le problème quand on devient entrepreneur, moi je l'ai vécu durant au moins mes 4 premières années d'entrepreneuriat, c'est que chaque jour, on peut être dans un chaos total. Ben oui. On est devant notre ordinateur et on ne sait pas quoi faire. Et donc, l'exercice que tu as très bien décrit dans ton livre, c'est je vais arrêter d'être dans ce chaos en permanence, je vais me donner des moments d'introspection où je fais ce plan, et après, une fois que le plan est fait, j'ai l'esprit libre et je le déroule. Toi, à quel moment dans ton parcours d'entrepreneur, tu as commencé à le mettre en place et quel impact ça t'a eu sur tes projets? Est-ce que tu as vu un avant-après? Enfin, est-ce que tu peux nous parler de l'implémentation? Alors, faut rendre quand même à César ce qu'il y a à César. En fait, le plan de 90 jours tel que moi je l'imagine, donc peut-être qu'on rentrera dans les détails sur comment concrètement je le mets en place, c'est quoi les questions que je me pose, etc., est une itération personnelle. Hmm. Peut-être que mon voisin qui fait des plans de 90 jours le fera différemment. Mais en tout cas, moi, c'est une itération personnelle d'un système qui est très connu, notamment aux États-Unis et beaucoup dans les startups, s'il y en a qui sont dans des startups salariés, qui est un dérivé, une itération de ce que les Américains appellent les OKR, Objective Hmm. Key Result, objectif indicateur clé, qui n'a pas été inventé, mais qui a été popularisé par Google, qui est Hmm. l'idée de comment est-ce que je fais pour aligner au sein d'une entreprise toutes mes équipes, marketing, commercial, etc., vers un objectif commun. Donc, tu vois, j'avais déjà expérimenté un peu ça en tant que salarié et je me suis dit, mais j'ai vu la différence entre des boîtes dans lesquelles il n'y avait pas Hmm. ça et des boîtes dans lesquelles il y avait cette structure-là. Hmm. J'ai vu l'impact que ça a pu avoir à l'échelle d'une équipe et je me suis dit, attends, moi je me lance seul, je me connais. En fait, quand tu bosses de chez toi, j'ai 50 000 autres trucs très intéressants à faire, autres que d'être derrière mon ordinateur, à écrire telle newsletter, à téléphoner à tel nouveau client, etc. Donc, ouais, je me suis dit, il faut que je recrée ce schéma un peu salariat dans le fonctionnement. Et donc, tout de suite, je me suis dit, il faut que je me fixe des objectifs, il faut que je me fixe des checklists, des checkpoints, des Hmm. portes à valider au fur et à mesure. Et clairement, bah, ce qui est difficile, c'est que j'ai pas eu d'année sans ces plans-là. En revanche, ce qui est sûr, c'est que souvent, quand je discute avec des personnes qui découvrent Tribu 1D, ils sont souvent agréablement surpris par le nombre de projets que j'ai pu lancer, par le fait qu'aujourd'hui, bien sûr, j'ai quelques personnes qui bossent avec moi, mais tout a été ultra optimisé pour que ça soit un Hmm. pur solo business. Hmm. Et sans des plans et sans le fait de pouvoir exécuter pendant 3 mois, relever la tête, analyser, comprendre ce qui a fonctionné, comprendre ce qui a moins bien fonctionné, itérer de plan en plan, fait qu'en fait, la machine est de plus en plus robuste. Tes intuitions sont de mieux en mieux à chaque plan. Et donc, tu es de plus en plus efficace. Et donc, c'est un peu une sorte de boule de neige, tu vois. Ouais. Où en fait, c'est un peu ton apprentissage personnel sur ton organisation et sur les projets que tu lances au fur et à mesure. Donc, moi, j'aime bien Hmm. dire que sans ça, clairement, euh, je pense que j'aurais lâché le truc avant, très honnêtement. Je pense que Ouais. j'aurais eu 100 fois l'occasion d'aller chercher des opportunités qui auraient été très court-termistes et de me perdre dans des trucs qui n'auraient pas fait la différence, tu vois, dans mon business aujourd'hui. Alors, on se projette à ce soir, juste à la fin de la conférence qu'on est en train d'animer, quelqu'un, même peut-être plusieurs personnes qui nous suivent ont envie de faire ce plan à 90 jours, ont envie de faire leur premier plan. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on a quitté la conférence, qu'on est devant son ordinateur? Quelles sont les premières questions qu'on se pose pour adopter ta méthode? Alors déjà, le premier truc, c'est ne construisez pas une machine de guerre maintenant alors que c'est votre premier plan. C'est comme se dire, je vais à la salle, je vais faire du sport et tout de suite, je pars courir 10 bornes. En fait, Hmm. c'est le meilleur moyen d'arrêter. Donc, en fait, si c'est la première fois que vous avez envie de tester ça, faites le plus simplement possible. Et par exemple, dites-vous, OK, c'est quoi un peu les objectifs? C'est quoi la vision que j'avais pour mon entreprise sur l'année? Où est-ce que j'en suis très rapidement là, maintenant, d'un point de vue chiffre? Est-ce que j'ai fait le chiffre d'affaires? Il me manque combien pour aller l'atteindre? Est-ce que j'ai suffisamment de clients, etc. Et se dire, OK, quelle est la différence entre les objectifs que je me suis fixés et où est-ce que j'en suis là, une photographie au 3 octobre aujourd'hui? Est-ce que je suis capable de rattraper, en tout cas d'aller chercher tous ces objectifs-là d'ici les 3 mois de manière réaliste? Généralement, c'est compliqué. Et donc de se dire, je sais pas, sur les 2, 3, 4 objectifs que je m'étais fixés sur l'année,
C'est quoi mon objectif, mon étoile prioritaire, Hmm. et de se dire, je prends un objectif pour l'instant, donc je fais le truc le plus simplement possible, et sur cet objectif-là que je me fixe, sur les 12 semaines, comment est-ce que je répartis mon temps? Je ne sais pas, par exemple, je crois que dans le chat, tu disais développer le nombre d'abonnés sur ma newsletter. Bah, Hmm. quelles sont toutes les idées que je peux avoir d'un point de vue divergence, quelles sont toutes les idées, même les plus folles, que je peux avoir pour développer le nombre d'abonnés sur la newsletter. Et puis ensuite, je priorise. Qu'est-ce qui me paraît facile à faire? Qu'est-ce qui va me prendre plusieurs semaines, le temps d'implémenter, de tester tel outil, etc. Et de se dire ensuite, OK, bah, chaque semaine, je teste cette première idée, puis cette seconde, etc. Et pendant 12 semaines, en fait, j'aurais fait une boucle d'itération ultra rapide et d'expérimentation pour Ouais. essayer de faire en sorte de me rapprocher de l'objectif que je me suis fixé. Et un seul objectif, hein, j'insiste vraiment sur ce que tu partages là. Moi, je vois tellement d'entrepreneurs dans les formations Live Mentor qui arrivent en disant je veux être présent sur les réseaux sociaux. Ça semble cliché de dire ça, mais je l'entends toutes les semaines. Je veux être présent sur les réseaux sociaux. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je me crée un compte Twitter, je me crée une page Facebook, je me crée un compte Instagram, je me crée un compte LinkedIn. Je suis débordé par la complexité de tous ces nouveaux outils. Je me culpabilise de ne pas être présent sur 90% d'entre eux. Et au final, j'avance sur aucun objectif. Donc, l'objectif, c'est pas développer ces réseaux sociaux, c'est, par exemple, développer mon audience sur LinkedIn et je fais que ça. Ça me semble essentiel. Et dans ton livre, tu expliques très bien la différence entre des bons objectifs et des objectifs qui n'en sont pas vraiment. Bah, juste pour peut-être, ça peut être un bon exercice très simple et c'est assez honnête et direct, c'est de se dire, un bon objectif, déjà, le premier critère, c'est que vous devez être capable de savoir si vous l'avez atteint ou pas de manière très binaire. Je Hmm. l'ai atteint, oui, je ne l'ai pas atteint. Si je ne l'ai pas atteint, est-ce que je l'ai atteint? J'y étais presque, il m'a manqué 25%, il m'a manqué X heures. Mais déjà, se dire, est-ce que je suis capable de, de mettre un résultat sur mon objectif, c'est déjà, il y a probablement 50% de vos objectifs que vous êtes fixés comme Oui. je veux être visible sur Internet, Hmm. euh, que vous ne pouvez pas cocher et sur lesquels vous ne pouvez pas prendre de décision. Parce que euh, normalement, un bon objectif, quelqu'un d'extérieur à votre business doit être capable de juger si vous l'avez Hmm. atteint ou pas. Ça peut être déjà une première étape pour fixer les bons objectifs, parce que ça part de là, globalement. Si, sans objectif très clair, c'est difficile de mettre un plan d'action derrière. Je vais être visible sur Internet. Enfin, moi, avec cet objectif-là, en fait, je peux partir dans tous les sens pendant 5 heures à trouver des idées. C'est pas assez. Et plus vous allez avoir un objectif précis, plus euh, vous allez créer des contraintes pour votre cerveau et votre imagination qui vont du coup faciliter en fait les idées et les actions que vous allez pouvoir mettre derrière. Ouais, exactement. Exactement. Et vraiment, j'invite toutes celles et ceux qui nous entendent à aller ensuite regarder dans ton livre, Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, tout ce que tu expliques sur euh, la suite du plan à 90 jours. Là, tu as parlé vraiment du tout début, les premières questions qu'on se pose, choisir un objectif, tracer son évolution depuis le début de l'année, décomposer, avoir de l'itération, de la créativité, toutes les actions et puis ensuite les prioriser. Mais après, tu parles de plein d'autres, enfin, pas dans le plan de 90 jours, comme comment évaluer le plan au fur et à mesure, comment refaire un autre plan de 90 jours à la fin. Enfin, voilà, vous verrez tout ça dans le livre et tu le verras, Elisa, puisque tu viens de l'acheter. Onur, Merci. transition parfaite pour ta spécialité. Tu es quand même l'auteur qui a écrit le best-seller de référence en France sur les habitudes. En fait, ce que vient nous présenter Alexis, c'est une habitude au niveau d'une entreprise. On pourrait définir ça comme ça. Est-ce que c'est pas, est-ce que, ou alors est-ce que j'ai dit, ou est-ce que je dis une énorme erreur, Alexis, quand je décris le plan en 90 jours comme une sorte d'habitude au niveau de l'entreprise? Moi, ça me fait vraiment écho à ton travail, Onur, sur la puissance des habitudes de manière générale au niveau individuel. Non, bah, c'est effectivement une bonne transition. Parce que moi, je distinguerais en fait trois types d'habitudes. En fait, il y aurait celle justement qui répond à un objectif. C'est concrètement quand on a un objectif très clair, très précis, donc il y a un comportement qu'on va faire pour faire l'objectif spécifique. C'est un peu ça, c'est d'ailleurs la façon la plus commune dont les gens définissent ces habitudes. Et très souvent, bah, justement, c'est là où Alexis avait dit que l'intérêt d'avoir une granularité, de préciser son résultat, de savoir si on quels sont les critères qui font qu'on l'atteint ou non. Donc, par exemple,
une habitude qui serait une habitude qui répondrait à un objectif, ce serait par exemple d'étudier 2 heures de plus pour réussir un test, enfin le permis de conduire ou parler une langue, peu importe. Ça répond à un objectif. Mais ça, c'est le niveau 1. Parce que le niveau 2, c'est les habitudes qui ont des systèmes. Et en fait, les Hmm. systèmes, c'est justement, ça d'ailleurs, c'est très, très pertinent à dire parce que beaucoup de gens négligent et ignorent le fait qu'on est en fait que la vie est un jeu, en fait, et qu'il y a plusieurs jeux, qu'il y a donc Hmm. des règles, des participants, des stratégies et donc des gagnants et des perdants, malheureusement. Mais il y a des règles à comprendre qui font que, par exemple, moi qui aime bien étudier les gens à haut niveau, c'est de comprendre qu'est-ce qui les a conduits, quelles sont les bases, les principes qui les ont conduits à arriver là où ils en sont. Et donc, quand on parle de système, eh bien, il faut comprendre en fait que, au lieu de se concentrer sur l'objectif, le système, c'est justement toutes les actions que vous allez mettre en place pour accomplir l'objectif. En l'occurrence, ce que Alexis vous propose, c'est un système. Le plan des 90 jours, c'est un système. Et par exemple, si on reprend, tout à l'heure, j'avais dit, bon voilà, si on veut réussir un examen, on va passer 2 heures en plus. Si je prends des habitudes de type système, ce serait de dire, eh bien, on va plus mettre l'accent sur le process, c'est-à-dire concrètement, étudier c'est en soi un système, comme bien dormir, faire des mémos, relire, utiliser du rappel actif, etc. Et ça, c'est quand on se concentre sur l'action même d'étudier, en fait, là, c'est un système qui est l'apprentissage, qui va nous permettre d'atteindre l'objectif en particulier. Mais en fait, les systèmes sont plus importants que les objectifs. Oui. Enfin, il y a le niveau 3, qui pour le coup, je pense, le plus puissant, et c'est peut-être par là où ça fait transition avec ta question, Alex, et aussi ce que disait Alexis, c'est l'identité. Qu'est-ce qu'on Hmm. veut incarner? Qu'est-ce qu'on fait qui correspond à nos croyances et à ce que nous sommes, et à notre identité. Et si concrètement, toujours en rapport avec l'exemple de l'étudiant, du bon étudiant, si on croit qu'on est un bon étudiant ou qu'on est un bon entrepreneur, eh bien, on a une routine d'entrepreneur ou on a une routine d'apprentissage parce que c'est ce que font les bons entrepreneurs, comme Alexis par exemple, ou c'est ce que font les bons étudiants. Ils ont l'identité. Et en fait, il y a 3 niveaux. Et très souvent, les gens négligent le fait que les négligent justement, forcément, ils n'ont pas connaissance de ça, c'est des modèles mentaux, c'est des concepts, mais de se dire, OK, quand je définis un objectif ou une habitude, c'est je commence, quel est mon objectif ou quelle est la personne que je veux devenir. Et je pense de partir de son identité, c'est plus puissant, c'est plus concret, c'est plus authentique et c'est une stratégie qui est plus durable aussi parce qu'on part vraiment de soi. Et en fait, on sait aussi concrètement, si on lit un livre, OK, la personne pendant 5 minutes ou pendant qu'elle lit quelques pages va incarner l'identité d'un lecteur. Pareil pour un sportif. Hmm. Et le but, c'est de Hmm. savoir quels sont les. Voilà, en fait, c'est chaque action que vous faites est un bulletin de vote que vous glissez pour la personne que vous voulez devenir. Pour illustrer ce que tu viens de partager, j'ai la chance dans ma vie personnelle de côtoyer des athlètes de haut niveau. Imaginons la réalité d'un athlète olympique. Il va faire les Jeux olympiques une fois tous les 4 ans. Il va y avoir une épreuve. C'est sur cette épreuve que va se jouer l'objectif. Est-ce qu'à votre avis, il va gagner en se concentrant à fond sur l'objectif et en pensant qu'à ça, ou est-ce qu'il va gagner en mettant en place le système d'entraînement qui va lui permettre de s'entraîner durant les 4 années mieux que tous les autres et en construisant l'identité d'athlète qui va le motiver à suivre le système. C'est évidemment en construisant l'identité et en suivant le système. Et c'est pour ça que dans ton livre, on a beaucoup de références avec le monde des athlètes de haut niveau. Et ça, c'est assez fantastique. Alors du coup, j'avais 2 questions pour toi, Onur. Elles sont apparues à l'écran tout à l'heure, enfin, actuellement. Premièrement, tu réponds dans l'ordre que tu veux. Pour un entrepreneur, c'est quoi les habitudes les plus essentielles à implémenter pour réussir, selon toi? Et deuxième question, la vente reste la compétence entrepreneuriale essentielle à un entrepreneur qui n'arrive pas à vendre, même s'il a toutes les autres compétences, son entreprise ne va pas survivre. Quelles sont les bonnes habitudes à mettre en place pour vendre? Voilà mes 2 questions. OK. Alors, pour la première, quelles habitudes implémenter pour réussir? D'abord, partir de soi. Parce que on a tous des responsabilités différentes, on a des besoins différents, on a aussi une santé différente, une génétique différente, un environnement différent. Donc, partir un peu de soi, donc bien se connaître, je pense avant tout, c'est important. Et une fois qu'on a un peu connaissance de ses forces et de ses faiblesses, donc c'est ce qu'on appelle le cercle de compétences, c'est un modèle mental qui permet justement de savoir où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on est moins bon, et à qui on peut déléguer, ou qu'est-ce qu'on peut faire pour
bien se vendre notamment, Hmm. d'avoir connaissance de cela. Pour un entrepreneur, moi je dirais avant de partir entrepreneur, partir d'abord de l'humain. Donc l'humain, les besoins de base, et ça surprenant quand les gens me disent mais c'est quoi des bonnes habitudes? Je dis mais est-ce que tu dors bien par exemple? Ouais. Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu prends des bonnes pauses? Est-ce que tu es stressé? Et rien que d'avoir un peu une image un peu holistique de sa vie, parce qu'avant d'être entrepreneur, on a tous des humains, bah, si on néglige cela, bah, forcément, l'entrepreneuriat va en pâtir. Si on a des problèmes personnels dans sa vie, on va pas forcément être en forme pour entreprendre. Donc, partir un peu de la base. Donc, ça, c'est justement dans le livre, je parle d'habitudes de santé et j'en donne une dizaine. Et les bases, bah, c'est de bien dormir. Mais encore une fois, ça a l'air simple comme ça, mais je donne des systèmes, bien sûr, pour bien dormir, bien se nourrir, prendre des pauses et puis aussi faire du sport. Un Et tiers des Français qui prend des somnifères pour dormir, hein, je le rappelle. Ouais, et puis aussi le fait que la France est un des pays qui consomme le plus d'antidépresseurs. Donc ça en dit long aussi, hein, vraiment sur l'état, la santé mentale des gens. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on consomme aussi, même sur le plan mental, quels médias on consomme, quelles personnes nous côtoyons. Euh, Moi, par exemple, je suis très soucieux de la qualité de mon entourage. Par exemple, c'est important pour moi de savoir à qui j'ai affaire, d'accorder du temps à des gens. Et pour moi, c'est très important. J'ai même un système où je classe mes relations. Pour vous dire, ça va loin. Mais c'est parce que je suis très soucieux de ça et j'estime que c'est important d'avoir un entourage de qualité. Et donc, comme je valorise justement l'amitié, eh bien, dans mon ensemble d'habitudes, eh bien, j'aurai donc des routines, des rituels, on va dire, plus ou moins que je prends pour prendre contact avec des personnes, pour garder le contact avec elles, parce que ça aussi, c'est important de savoir. Il ne suffit pas de se faire les amis, il suffit de garder, maintenir le lien. Hmm. Donc ça paraît, c'est un peu contre-intuitif comme réponse. Ce que je dis de partir d'abord de l'humain, mais c'est Ouais. d'abord important de partir de là. Et après, bah forcément, si on prend l'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est que la base de l'entrepreneuriat? C'est avant tout résoudre des problèmes douloureux, urgents, reconnus, et puis si possible, après se positionner comme étant une solution évidente. Et après, bien sûr, si vous êtes très très bon dans un domaine, et c'est là où j'en reviens à l'autre modèle mental qui est le cercle de compétences, si vous êtes très très fort dans un domaine, c'est là où vous pouvez vous facturer bien cher, par exemple. Et en fait, votre force peut être enfin, vos forces, ou surtout même une grande force, si elle est bien positionnée sur le marché, peut vous rendre vraiment exceptionnel, mémorable. On peut pas vous rater, quoi. Et Donc, là, au Nur, oui. c'est une habitude de positionnement dont tu nous parles? C'est ça, c'est prendre l'habitude de se positionner fréquemment d'une certaine manière en tant qu'entrepreneur? Disons que le positionnement, c'est savoir tenir des positions. Surtout, on entend beaucoup parler de marque personnelle en ce moment, et j'imagine que dans le public, il y a beaucoup de freelance ou de personnes qui aspirent à devenir freelance ou qui aspirent à être solopreneur. Ça, c'est un peu l'autre niveau. Et donc, forcément, quand on part de soi, c'est savoir, on en revient à soi, encore une fois, qui suis-je, quel est mon message, qu'est-ce que je veux partager, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, avec qui je veux travailler, les personnes avec qui j'aimerais travailler, qu'est-ce qu'elles font, où est-ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'elles Hmm. consomment, qu'est-ce qu'elles voient, qu'est-ce qu'elles écoutent. Une fois qu'on a les basiques, on peut ensuite se demander qu'est-ce que je peux leur offrir pour attirer leur attention. Et c'est là Hmm. on arrive au fameux lead magnet. Donc pour ça, généralement, le lead magnet, il y a plusieurs façons de le faire, mais en gros, c'est de, de répondre à un problème pour donner un peu un avant-goût de la qualité de ses services et de ses produits. Là, concrètement, là, vous êtes rentré dans un entonnoir où Live Mentor et Errol vous ont partagé un lead magnet. Hmm. On n'a rien à vendre en soi, même si bon, il y a nos bouquins, ou alors après, Live Mentor et Errol vont quelque part tirer aussi un peu les marrons du feu, hein, avec les mails collectés et puis la communauté Live Mentor, disons-le. Là, concrètement, c'est un exemple de lead magnet. Et enfin, à la fin, enfin, une question basique, je pense, pour entrepreneur, c'est de savoir, OK, une fois que j'ai un peu une idée de ce que je suis, de qui je veux aider, qui je veux servir, et vraiment de les connaître intimement jusqu'à la moelle, et que je sais comment attirer leur attention, bah, c'est de comprendre un peu leurs objectifs et de savoir comment moi je peux me positionner pour les aider. Et Et, toi, Alexis, quelles ouais. sont les habitudes que tu as mises en place depuis ton lancement en tant qu'entrepreneur? Euh, alors, avant de répondre, je voulais juste revenir sur un truc parce que je trouve ça intéressant. Euh, et en tout cas, moi, ça me touche quand Unir parle de partir de sa quête personnelle. Parce que ça fait écho à un truc. Et du coup, ça arrive de aussi mettre en place des routines qui ne fonctionnent pas. C'est pour moi le fléau, et j'appelle ça vraiment un fléau, je sais que je vais pas me faire que des amis, mais du Miracle Morning. Pourquoi autant de gens se sont mis à faire des Miracle Morning? Parce qu'ils ont lu un livre dessus, parce qu'ils ont vu 5 entrepreneurs et 10 sportifs dire ça en interview, et donc ils ont calqué assez bêtement en se Hmm. disant,
pour réussir, il faut que je me lève tôt, il faut que je fasse de la méditation, il faut que je fasse mes salutations, machin, etc. Le problème, c'est que vu que ça part pas de soi, d'un besoin profond qu'on a de se lever tôt pour telle et telle raison, qui sont des raisons justifiées et personnelles, eh bien, ça peut pas marcher. Et donc, les habitudes, et comme ça, je fais le lien avec ta question, je pense que ça paraît bête comme ça, mais la réflexion de Nur est vraiment intéressante de se dire quels sont mes challenges maintenant et quels sont les points que j'ai envie de régler dans mon organisation, dans mon quotidien personnel, professionnel, et quels sont les correctifs que je peux y mettre. Et les correctifs, elles seront apportés par des habitudes, des systèmes, des routines, etc. Donc, je pense que c'est important. Moi, Hmm. qu'est-ce que j'ai vraiment mis en place bah, je peux te parler de Par exemple, je peux te parler d'une routine plutôt liée au travail que j'ai mis en place. Je me suis aperçu que moi, le matin, alors je commence pas, je commence mes journées à 9 heures comme beaucoup, mais globalement, moi, je me suis rendu compte que c'est là où j'avais l'esprit le plus clair pour avancer sur mes projets. Et donc, choix radical depuis des années de dire, quoi qu'il arrive, je ne prends aucun appel de 9 heures à 13 heures. Il n'y a aucun appel, quelle que soit la journée, euh, même si elle fait chez le client, ce qui n'arrive jamais, pas d'appel. Idem, j'ai sanctuarisé aussi des soirées pour moi. Alors, je sais qu'on en Hmm. parlait parce que Oui, initialement, ça devait être le mercredi. Bah, là, le mercredi soir, par exemple, c'est oui. une journée personnelle. Donc, c'est-à-dire, je suis tout seul. Ma copine n'est pas là, etc. Donc, c'est mon moment à moi. Donc, ça, c'est des routines assez simples. Après, j'ai pas mal de routines, même sur l'alimentation. Onur en a parlé, sur le midi pour essayer de manger mieux et d'optimiser ce temps-là. Sachant que bah, d'un point de vue personnel, moi, ce que j'ai acté, c'est par exemple, je n'aime pas faire à manger et je ne sais pas faire à manger et j'arrive pas à trouver de la créativité. Donc, j'ai trouvé des solutions pour bien manger sans y passer beaucoup de temps, sans avoir besoin de faire la cuisine, par exemple. Donc, en fait, vous voyez, ça part toujours de soi et de se dire bah, quelle habitude, quelle routine je mets en place pour parer à un besoin que j'ai identifié dans le cas qu'on a mis, que je viens de donner Hmm. sur la bouffe. Donc, ça, typiquement, routine euh, ouais, cette routine-là, tout ce qui est routine, par exemple, ça, je sais que c'est aussi un gros sujet, les notifications, les mails, les sollicitations. Par exemple, c'est vrai que moi, j'ai fait le choix, même d'un point de vue personnel, je sais que ça ne plaît pas toujours dans mon entourage, mais de ne pas répondre au téléphone. Hmm. C'est-à-dire que je rappelle les personnes, mais je les rappelle quand j'ai décidé que c'était le moment de les rappeler. Ce qui fait que bah, je crée du coup des tunnels de travail dans mes journées. Idem pour mes emails, idem pour mes notifications. J'ai trois moments clés globalement dans ma journée. Début de journée, le midi et en fin de journée pour Hmm. m'autoriser à checker tout ça. Voilà, typiquement, tu vois, rien que ces deux habitudes-là, ne pas prendre d'appel et avoir des moments clés pour répondre aux sollicitations externes, rien que ça, si tu arrives à le tenir sur un trimestre, mais je te garantis que tu avances nécessairement plus vite et mieux en tout cas et tu as moins de charge mentale qui s'accumule au fil de la journée. 100% d'accord. Onur, attends, juste avant, je prends la question d'Olivier. Est-ce qu'on pourra bénéficier d'un replay? C'est très intéressant. Bah, merci Olivier déjà pour le feedback. Je laisse Leïla confirmer, mais je crois qu'on est en train d'enregistrer le replay et qu'on pourra le diffuser. Euh, Onur, derrière ce que vient de partager Alexis, et ce que tu as partagé également toi, il y a la notion d'effet cumulé, ce fameux effet cumulé. Est-ce que Onur, tu peux nous le présenter et derrière, j'aimerais bien que tu illustres avec peut-être l'habitude qui, dans ton parcours d'entrepreneur, a généré le plus d'effets cumulés pour toi. Oh là là, Alex, je suis embêté parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de dire par rapport à ce que disait Alexis, la routine. Deux questions très pertinentes aussi pour repartir de soi. Je me permets d'y répondre parce qu'il faut absolument que je sorte, sinon je vais trop y penser. La Vas-y. première, non, mais c'est des questions très puissantes. Moi, j'aime beaucoup poser cette question quand je rencontre des gens. C'est comment tu occupes la première heure et la dernière heure de ta journée? Et en fait, rien qu'avec ça, vous avez des éléments, des ingrédients qui peuvent en dire long sur qui est la personne, en fait, quelque part, à qui on a Hmm. affaire un petit peu, comment elle prend soin d'elle ou pas, etc. Très important. Et enfin, je voulais faire une distinction entre habitude, routine et rituel. Ça aussi, on me pose la question et je peux juste rapidement y répondre. En fait, une habitude pour faire simple. Et premier, Alex, je réponds à ta question sur le fait cumulé. Juste, il faut absolument que je le sorte parce que je me Vas-y, dis, vas-y, vas-y. c'est pertinent. Et aussi même, juste avant aussi, le Miracle Morning, j'ai aussi un avis rapide là-dessus. En fait, je trouve que les gens ont mal compris le Miracle Morning.
En fait, le but de Hal Elrod, donc c'est lui notamment qui a popularisé le Miracle Morning, c'est pas forcément de dire réveillez-vous à 5h30 du mat et faites comme moi, mais c'est plus de dire comment vous occupez au mieux la première heure de votre journée, en fait. Moi, c'est vraiment ce que j'ai compris de cet ouvrage-là. Et en fait, forcément, si tous les jours, pendant une heure ou tu prends même 5 minutes, tu fais une action pour bien démarrer ta journée, en fait, tu la démarres bien, en fait, vraiment. Moi, c'est ce que j'ai compris de l'ouvrage. C'est pas forcément sur 5 heures du matin, c'est vraiment juste, Mm. peu importe à quel moment tu te réveilles, midi, 11 heures, c'est au moins de ça, tu as fait un truc que tu aimes bien, quoi, qui te met en joie, qui te met en énergie. Et enfin, pour habitudes et routines et rituels, donc la première, c'est vraiment habitude, c'est des comportements répétés régulièrement qui sont effectués vraiment automatiquement et qui nécessitent vraiment aucune pensée. C'est vraiment aucune réflexion consciente. Exemple, c'est vous brosser les dents tous les matins ou après manger, par exemple. Ça, c'est une habitude. Et ça se développe avec le temps, et puis forcément, elles sont plus ou moins bénéfiques selon, si bénéfique, c'est faire du sport régulièrement, et puis nuisible, c'est fumer, par exemple. Les routines, la différence, c'est que là, c'est une séquence qui est structurée d'actions et qui sont effectuées dans un certain ordre. Mais là, contrairement aux habitudes, qui sont quasiment automatiques, là, elles requièrent un niveau de conscience et d'intention qui sont beaucoup plus élevés. Donc, c'est par exemple, et ça notamment, ça aide à structurer un peu sa vie dans le quotidien et l'efficacité, c'est par exemple une routine matinale. Voilà, qui peut être se réveiller, prendre une douche, prendre le petit déjeuner, partir au travail. C'est un ordre précis, ça c'est une routine complètement. Et Mm. enfin, il y a les rituels. Ça, c'est ce que disait Alexis tout à l'heure. C'est le mercredi, voilà, ça m'appartient, ma copine n'est pas là et je fais ce que j'ai envie de faire. Et le rituel, en fait, c'est un peu la routine, sauf que contrairement à la routine, elle a une signification symbolique et émotionnelle. Et donc, c'est très souvent suivi d'une intention consciente ou d'une réflexion. Et pour Alexis, en l'occurrence, il estime que il est soucieux de son temps, il veut du temps un peu pour lui, parce que ça peut être aussi lié à un tempérament introverti, c'est possible aussi, hein, où il veut se ressourcer et être avec lui-même. Et là, justement, ça a fait l'objet d'une réflexion. Et ça peut être personnel, comme Alexis l'a dit, donc tout seul, ou alors ça peut être partagé aussi au sein d'une communauté. Et ça peut être très souvent aussi lié, donc d'où le mot que le rituel parfois est connoté, ça peut être associé à des croyances religieuses, culturelles ou spirituelles. Donc, par exemple, des rituels de méditation ou des cérémonies religieuses. Voilà, juste Mm. pour une petite parenthèse. Et maintenant, par rapport à l'effet cumulé, effectivement, oui, c'est ça qui est très puissant, en fait, dans les habitudes, c'est que en fait, nous sommes ce que nous faisons au quotidien. Donc, la question, c'est de savoir, moi, ce que je qualifie de bonne habitude, en fait, notre cerveau ne fait pas la distinction entre les bonnes et les mauvaises habitudes, malheureusement. Par contre, nous, on peut en avoir une. Concrètement, moi, tout ce que j'appelle bonne habitude, c'est concrètement tout ce qui va améliorer votre qualité de vie. Et les mauvaises, vous devinez, c'est toutes celles qui vont nuire à la qualité de votre vie, qui vont la dégrader. Alors, après, ça dépend encore une fois, c'est pour ça que je reviens à l'aspect personnel de vous-même et pas de vous donner une recette. C'est vraiment de partir de vous-même et de dire, voilà, concrètement, quels sont mes besoins, mes forces, mes faiblesses, où est-ce que je peux m'améliorer, où est-ce que je peux corriger ou colmater certaines problématiques. Et j'estime que parfois, il vaut mieux renforcer devenir encore plus fort que de chercher à réduire ses faiblesses. Ça paraît bizarre dit comme ça, c'est un peu contre-intuitif, mais en fait, je remets tout à l'heure à l'entrepreneuriat, plus vous êtes doué dans un domaine, plus vous allez tenir des positions, vous allez avoir une force, et plus les gens payeront cher pour ça, parce que vous avez nourri une obsession, parce que vous avez passé beaucoup de temps à faire ça, parce qu'il n'y a que vous concrètement qui saviez le faire. Alors que si vous corrigez vos faiblesses, en fait, vous allez rejoindre plus ou moins la moyenne. Moi, je Mm. dirais, c'est bien de nourrir parfois des obsessions, des passions personnelles, et en fait, ça va vous rendre vraiment unique dans le marché. Oui. Et par rapport à l'effet cumulé, j'y viens, j'oublie pas juste, mais c'est mes pensées. C'est que donc, je reviens au fait que donc nous sommes ce que nous faisons au quotidien, et donc forcément, plus on fait une action, plus on en sera récompensé. C'est aussi lié au cerveau. Bon, ça c'est plus là l'histoire, mais je vais pas faire une réponse là-dessus. Et en fait, c'est que faut aussi s'apercevoir que plus vous faites les choses, et plus elles deviendront plus simples aussi. Ça aussi, c'est totalement contre-intuitif. On s'en rend pas compte. Parfois, par exemple, la procrastination, les gens vont se dire, vont faire une montagne pour faire un truc. Et en fait, si elles s'engagent juste pendant 2 minutes, au bout d'un moment, elles vont se rendre compte que c'était pas si compliqué que ça. Puis après, ça va être 5 minutes, puis 10 minutes. Puis c'est comme le sport, en fait, hein, ou autre. Euh, et forcément, à force de prendre des bonnes décisions, donc, elles vont donc s'accumuler. Et notamment un livre qui a un peu vulgarisé l'accumulation, c'est Darren Hardy. C'est aussi un best-seller, c'est ça qui s'appelle L'effet cumulé. Et concrètement, il nous explique que prendre de bonnes décisions, c'est un travail et qu'il faut justement conscientiser ce que l'on veut. Et après, bien sûr, savoir qui l'on veut devenir, ce que l'on veut accomplir d'ici quelques années. Ça rejoint aussi un petit peu ce que dit Alexis avec le plan de 90 jours, mais c'est plus étendu, on va dire c'est comme ça. Enfin, c'est plus niveau macro, on va dire, que micro avec un plan et un système. Là, on est vraiment dans ce qu'on veut vivre. Encore une fois, qu'est-ce qu'on veut vivre? Mm. Quelles sont les journées que l'on veut vivre? Et donc, pour cela,
Alors, j'en viens à la notion de jeu, les règles, les gagnants, les perdants, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, les habitudes, à mon sens, c'est justement gagner. En tout cas, c'est se conditionner objectivement à la réussite. Et donc, plus on commence tôt, c'est un peu comme un arbre, hein. Plus on l'a planté tôt, et puis plus il nous rapporte, plus va grandir, quoi. Pareil pour l'argent D'ailleurs, aussi. c'est quoi, toi, Alexandre, genre, tu vois, si tu avais une habitude où tu sens que ça a eu un impact sur ton développement peut-être professionnel, par exemple? Il y en a deux en ce qui me concerne. La première habitude, c'est l'écriture, Hmm. sans aucun doute. Moi, l'écriture, c'est une compétence qui a eu un rôle dans mes projets professionnels colossal. Je regrette de ne pas avoir écrit durant les premières années de mon aventure entrepreneuriale. J'ai commencé à écrire à partir de ma sixième année en tant qu'entrepreneur. Et quand j'ai commencé à prendre cette habitude, j'ai vu un effet cumulé croissant. Écrire des articles de blog, écrire des newsletters, écrire des scripts de vidéos YouTube m'a permis d'écrire mon premier livre et de le sortir de terre. J'en aurais été incapable si je n'avais pas eu cette habitude d'écriture durant les années précédentes. Écrire ce premier livre m'a permis d'écrire plus facilement le second. Écrire ces deux livres me permet d'écrire plus facilement euh, l'édito que j'écris tous les 2 mois dans le magazine de Live Mentor qui s'appelle Odyssée. Il y a 1 heure, j'étais au téléphone avec un journaliste du magazine Les Échos qui me proposait d'écrire une chronique dans Les Échos. Euh, et ma réaction à cet appel, elle est, je peux le faire parce que je sais que j'ai développé l'habitude d'écrire. Alors qu'il y a 6 ans, j'aurais refusé en me disant, mais en fait, c'est impossible pour moi d'écrire un truc chaque semaine. Donc ça, c'est la première habitude. Et la deuxième habitude, c'est la relation avec l'autre. C'est de rentrer en relation avec d'autres personnes. Moi, je suis très extraverti, même si je suis en train de donner cette conférence depuis mon nouveau lieu de vie qui se situe dans un village de 1700 habitants au fin fond des montagnes près de Chambéry. Mais je reste quand même quelqu'un de très extraverti. J'adore faire des rencontres. Je l'ai compris trop tard dans mon développement personnel. Euh, mais depuis que je le sais, je rebondis, je valide complètement ce que disait Onur. euh, et ben, j'en fais une force dans mes projets. Ça me permet de rencontrer des partenaires pour des nouveaux projets. Ça me permet de m'associer avec de nouvelles personnes. Ça me permet de, d'ouvrir des opportunités, voilà, d'avoir cette habitude de la relation. Et je dis bien la relation plus que le réseau parce que bon, je trouve que le terme réseau est, quand même, est très connecté, très connoté apéro entrepreneur. Hmm. Euh, mais voilà, je crois que Onur a tout dit avec l'effet cumulé. Et si vous voulez avoir une image mentale en tête différente de l'entrepreneuriat, c'est vraiment soit celle de la santé, soit celle des finances personnelles. Et si vous prenez l'habitude de placer chaque mois 10, 50, 100 euros sur un compte épargne, vous voyez les résultats au bout de 40 ans par rapport à quelqu'un qui ne le fait pas. Si vous faites 30 minutes de sport tous les jours pendant 40 ans, vous verrez la différence dans 40 ans énorme par rapport à quelqu'un qui ne le fait pas. Donc, effet cumulé, un sujet Et en, essentiel quand on entreprend. et en Euh, plus, si je peux rajouter, Vas-y. et tout à l'heure, tu parlais des sportifs de haut niveau, c'est presque le seul truc qu'en fait on contrôle dans la vie, tu vois. C'est-à-dire que l'externalité, de dire si je fais du sport, est-ce que je serai en bonne santé? Si je me suis entraîné pendant 4 ans pour les Jeux Olympiques, est-ce que je vais gagner? Finalement, la réponse, elle t'appartient pas vraiment et il y a tellement de facteurs externes. En Mm. revanche, tout ce que tu peux faire, c'est d'être au rendez-vous tous les jours à ton entraînement, d'aller au sport tous les jours si c'était un de tes objectifs, pour te dire, bah, en fait, j'ai fait, j'ai fait le job de mon côté. Ce qui arrive est plus de mon, est plus dans mon périmètre d'action, j'en ai moins le contrôle. Et du coup, il y a aussi un truc assez gratifiant, tu vois, que ça soit dans les habitudes, les routines ou les rituels, c'est que c'est a priori, si c'est des bonnes habitudes, routines ou rituels, bah, c'est des choses sur lesquelles tu as le plein contrôle, à la Mm. différence de plein d'objectifs que tu peux parfois te fixer et sur lesquels bah, il y a une part d'externalité que tu contrôles pas, quoi. Donc il y a C'est- aussi un côté satisfaction personnelle, je trouve. Bien sûr, c'est ce qui te permet d'aimer le chemin Ouais. entrepreneurial, Mm. certain. Avoir des petites victoires tous les jours. Et alors, pour clôturer cette toute première conférence du Vendredi des possibles, on voulait, avec Alexis et Onur, aborder
le sujet du bien-être sur la fin d'année 2023. Alors, ça aurait été plus facile, entre guillemets, d'avoir un discours envers vous complètement centré sur le sujet, par exemple, du plan d'action, et de dire la seule priorité, c'est le plan d'action de l'entreprise, votre plan d'action commercial, votre plan d'action de prospection, etc. Ça aurait été plus facile de vous parler que d'habitude. Bon, ce qu'on partage, je pense, avec Alexis et Onur, c'est une conviction que la réalité elle est beaucoup plus complexe que les discours simplistes, que la réalité entrepreneuriale, elle demande de jongler avec plusieurs balles et d'avoir à la fois la tête sur les priorités de l'entreprise, la tête sur ses habitudes et puis la tête sur une connexion assez constante à comment je me sens. C'est quoi mon niveau d'énergie en ce moment? Parce que, pour parler très franchement, quand je suis salarié, je me mets en arrêt maladie si je fais un burn-out, mon salaire est maintenu, quasiment au même niveau. Si je suis entrepreneur et que j'en fais un, c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Alors, il y a quelques solutions qui existent, hein, et je vous invite à regarder notamment ce que fait la mutuelle WeMind, W-E-M-I-N-D, mais euh, même si vous avez des solutions qui vous permettent de préserver vos revenus, il n'empêche que votre petite entreprise, elle va être à l'arrêt si votre niveau d'énergie est à l'arrêt. Donc peut-être la première question que j'ai pour vous deux, Onur et Alexis, euh, c'est est-ce que ça vous est arrivé depuis votre lancement en tant qu'entrepreneur d'avoir votre bien-être au point mort? Moi, ça m'est arrivé 2 fois, j'ai fait 2 burn-out et je serais curieux de vous entendre si vous avez envie de vous exprimer sur ce sujet. J'y vais, Onur. Alors, moi, je touche du bois. J'ai eu la chance, je sais pas d'ailleurs si c'est de la chance ou pas, mais effectivement, j'ai jamais connu d'épisode de burn-out ou de grosses remises en question. En revanche, j'en ai côtoyé un paquet. Hmm. Et ce qui est là, il y a de plus surprenant, c'est que ça prévient pas toujours. C'est-à-dire que ça ne s'anticipe pas toujours et parfois ça te tombe un peu dessus. Hmm. Donc, voilà, j'ai pas vécu de l'intérieur ce que c'est. Je l'ai pu le voir et le comprendre de l'extérieur. Donc, je pourrais pas me permettre de donner des conseils sur comment remonter la pente, etc. En revanche, quand j'ai vécu de l'extérieur ces événements-là, auprès de personnes qui parfois étaient très proches, c'est que je me suis rendu compte que souvent, euh, c'est parfois symptomatique d'une accumulation de choses plus ou moins importantes que l'on fait, d'une charge parfois de travail plus ou moins élevée, d'une charge mentale plus ou moins élevée. Et en fait, enfin, moi, je me rends compte, c'est que, et plus le temps passe, plus c'est difficile, mais que un des gros challenges quand on est entrepreneur, c'est notre capacité à faire des choix et surtout à faire des bons choix. Parce que quand tu commences, globalement, tu arrives au milieu de nulle part, le terrain des possibles est ouvert, personne ne te connaît vraiment, etc. Donc, euh, tu reçois assez peu d'opportunités entrantes. C'est plutôt toi qui vas les créer. Plus tu avances, si tout se passe bien, plus tu reçois d'opportunités externes. Et c'est souvent là, en accumulant beaucoup trop de choses, que parfois on se perd un petit peu, Hmm. personnellement, professionnellement. Et ça, c'est un truc que je touche du doigt et que j'expérimente encore, qui est la difficulté de parfois faire des choix pour se protéger soi-même, en fait. Et parfois d'accepter de dire, bah, en fait, j'irai moins vite. Je vais pas atteindre cet objectif-là, mais je vais y gagner peut-être plus de sérénité, moins de charge mentale. Et donc, sur le long terme, bah, je m'assure de ne pas appuyer sur l'accélérateur en continu pendant des années et des années. Hmm. Et ça, c'est assez dur à comprendre. Enfin, c'est difficilement palpable, tu vois, de te dire, je passe à côté d'une opportunité, etc. Hmm. Euh, et ça, tu vois, c'est un truc qui est qui est parfois assez difficile pour moi. Alors, les plans de 90 jours m'aident là-dessus, mais d'apprendre à faire des choix, à dire non, à refuser des choses pour te dire, attends, je suis en train de construire quelque chose sur les 10 ou 15 prochaines années. Ce serait dommage de me cramer maintenant, tu vois, et de cramer déjà mes cartouches maintenant, alors qu'on est juste au début de l'aventure. Ouais, super clair. Et toi, Onur? Mhm. Bah,
c'est relatif parce que ça dépend. Il y a des problématiques qui pourraient être pour d'autres dérisoires ou peu impactantes. Et pour d'autres, ça pourrait être tout l'inverse. Donc, moi, j'aimerais partir un peu d'une définition un peu personnelle du bien-être, peut-être dans un premier temps. J'aime toujours bien un peu définir les premiers principes pour un peu savoir de quoi on parle et un peu mettre tout le monde un peu Hmm. d'accord. Alors, après, je serais curieux d'avoir votre avis, Alex et Alexis, puis évidemment, bien sûr, dans le webinaire, s'il y a des questions là-dessus. Mais moi, je dirais que le bien-être, c'est avant tout une harmonie, mais qui est délicate entre l'esprit, le corps et l'âme. Je dis délicat parce que c'est un peu des vases communicants, quoi. N'importe quel élément de stress, choc, peut justement balloter un petit peu tout cela et on peut se retrouver, on peut très bien être en forme physiquement, mais être en méforme mentale, par exemple. Ou Hmm. alors on peut très bien avoir être en forme physiquement et avoir un équilibre émotionnel stable, mais sur le plan des croyances, nourrir un nihilisme moribond et forcément avoir des pensées, de drôles de pensées. Donc, vous voyez, pour moi, c'est un peu un équilibre, une harmonie. Et c'est rare d'ailleurs de rencontrer des personnes qui sont pleinement harmonieuses. Moi, ça me touche beaucoup quand je vois des personnes qui incarnent vraiment ce qu'elles sont. Hmm. Et comme dit Gandhi, ma vie, c'est mon message. Et ces personnes-là, très souvent, je les remarque, c'est dans les performeurs de haut niveau, encore une fois. Hein, ce sont les personnes justement qui ont su exprimer, exploiter leur potentiel à fond. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est accessible à tout le monde, à vous, à moi, peu importe. Et donc, si on prend un peu les principes du bien-être, pour moi, un peu les fondamentaux. Donc, d'abord, il y a trouver un peu, définir un peu, encore une fois, ce qui est pour vous le minimum, l'équilibre dans votre travail, dans vos relations, dans votre santé, dans vos loisirs. Ça, je trouve c'est important dans le bien-être. Donc évidemment, la santé physique, la santé mentale, les connexions sociales, et l'épanouissement personnel. Exemple, je repense encore à Alexis avec son exemple de jouer être seul un mercredi. Non, mais c'est vrai, parce que on fait le lien, mais c'est un rituel, quoi. Donc pour lui, c'est important. Mais l'épanouissement personnel, ça passe par la croissance personnelle, par l'apprentissage, l'engagement vers des objectifs significatifs. On est venu dessus tout à l'heure. C'est ce qui contribue vraiment au sentiment de bien-être et d'accomplissement. Il faut reprendre un petit peu la pyramide de Maslow, si vous la connaissez, les besoins physiologiques, Bien sûr. etc., etc., etc. Et après, il y a aussi, plus en fait on monte justement cette pyramide de Maslow, et plus justement les besoins sont complexes, et plus les individus qui y parviennent sont aussi de plus en plus rares, en fait. Parce que très peu de gens, en fait, peuvent se préoccuper de problématiques qui leur dépassent, ou alors qui ont attrait à l'accomplissement, à l'héritage, par exemple. C'est-à-dire que si on arrive à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on a déjà plus de besoins pour se nourrir et se loger, on n'a plus de besoins pour être en sécurité, on n'a plus de besoins pour être aimé et être bien entouré, on n'a plus rien à prouver, entre guillemets, et on a envie de partager. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je dis c'est vraiment très délicat et il faut toujours partir un peu de soi. Moi, j'aurais pas de réponse à vous donner sur que faire pour préserver son bien-être sur la fin d'année 2023, mais juste vraiment de partir de vous-même, en fait, encore une fois, mes forces, mes faiblesses, qu'est-ce que je veux vivre? Comme dirait mon grand ami Jean-Charles Kurdali dans son livre Vie intentionnelle, il parle de définir un peu une journée minimum viable, c'est-à-dire en gros, quelles sont les actions que je peux faire et qui feront que je me sentirai satisfait de ma journée. Et par exemple, pour moi, et comme pour lui d'ailleurs, il y a 5 choses, c'est écrire, lire, faire du sport, avoir une bonne conversation et apprendre quelque chose. Donc ça, c'est si concrètement je fais ça, je sens que ma journée est réussie. Enfin, c'est un minimum. Mais après, on peut toujours aller plus loin. Après, c'est à vous justement de définir, par exemple, pour d'autres personnes, ça peut être autre chose. Mais vraiment partir de vous-même, encore une fois, ne pas vous laisser envoûter par des recettes toutes faites, parce que c'est d'ailleurs un écueil qu'on peut faire, un peu une critique envers le développement personnel, c'est une forme d'industrialisation en fait de solutions prétendument personnelles alors qu'elles ne le sont pas du tout. Elles ne sont que très souvent des solutions de l'auteur qui forcément a réussi et va donc partager ses réponses. Moi, c'est un peu ce que j'ai cherché à éviter dans mon ouvrage, c'est vraiment de partager en fait ce que j'ai estimé, moi, donc là je l'avoue, important et pertinent pour mener une bonne vie dans plein de domaines, mais après c'est à vous de piocher, encore une fois. Et puis je mets toutes les sources. Mais vraiment, partez vraiment de vous-même, c'est ultra important, ne vous laissez pas envoûter voilà, un tel a réussi cela, donc je vais faire pareil pour réussir. Non. Par contre, et là, Alex, ça me fait penser, j'ai pas répondu à ta question sur mon habitude sur l'effet cumulé, c'est la lecture, moi. Hmm. Moi, c'est la lecture parce que ça m'a enrichi, en fait. Comme je dis souvent, pour s'enrichir à moindre coût, il y a le dictionnaire ou la lecture, quoi. Donc, Bien sûr. on pense connaître des mots, l'amour, la liberté, la justice. En fait, pas du tout. Et quand on lit ça, ça nous enrichit. La lecture, ça m'enrichit, parce que moi, je suis issu d'une famille qui, à la base, qui est très déclassée, très pauvre, mère analphabète, etc. Et j'ai réussi, bon, c'est mon histoire, je raconte ça dans mon livre,
à m'ériger, en fait, à devenir ce qu'on appelle un transclasse, c'est-à-dire à sortir un peu de cette classe sociale défavorisée et à m'ériger dans un autre camp, entre guillemets, culturel, etc. Et donc, moi, c'est vraiment la lecture, parce que ça, je trouve que ce sont des archives de pensée. Enfin, rendez-vous compte, on a accès à des pensées des grands empereurs romains, on a accès à des gens très brillants qui ont réussi à résoudre des problèmes qui nous traversent tous. On a les mêmes besoins, les mêmes envies que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Et la lecture, justement, ça permet d'avoir des modèles mentaux, j'y reviens. Donc, c'est-à-dire les modèles mentaux, c'est simple, c'est juste une représentation simplifiée de la réalité, mais qui offre des prises sur le réel pour pouvoir prendre de meilleures décisions, mieux vivre, mieux apprendre, mieux aimer. Et on en revient encore une fois, je fais des boucles à chaque fois, mais on en revient à l'identité. À quel jeu je veux jouer moi? Il faut partir un peu de soi pour savoir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je valorise, parce que les valeurs, c'est ce qu'on valorise en fait, concrètement au quotidien. Et une fois qu'on a ça, bah, on prend les décisions éclairées justement. Et donc Mhm. forcément, on prend les décisions. Il y a pas de, on choisit ses problèmes, on choisit ses contraintes, et on sait que les journées sont bonnes parce qu'on a fait l'essentiel. Et donc il n'y a plus rien à retirer en fait. Ah, c'est très difficile parce qu'on arrive à la fin de notre conférence et alors ce que tu viens de dire, mais pourrait ouvrir la porte à 1 heure de plus de discussion. Je suis mais tellement assez touché vraiment par ce que tu partages. Et bon, évidemment, je pense que vous n'êtes pas surpris de m'entendre rebondir sur l'importance de la lecture. C'est pour ça que j'ai lancé cette newsletter le vendredi des possibles parce que je pense que c'est d'utilité publique de lire. Je vous rappelle que nous sommes dans une société qui est en train de perdre collectivement sa capacité de concentration. Je pèse mes mots, nous sommes en train de perdre collectivement notre capacité de nous concentrer. Si vous avez des enfants, vous avez sûrement entendu parler des études qui montrent l'explosion des troubles de l'attention. Si vous avez des enfants, des adolescents, ou si vous avez vous-même un téléphone, vous avez sûrement vu à quel point la technologie veut nous déconcentrer tous les jours. Il y a une lutte contre notre attention et la lecture est une activité exceptionnelle pour retrouver une capacité de concentration, pour se perdre dans la pensée d'un auteur. Et donc, voilà, moi, je vous invite à lire Alexis, lire Onur, lire n'importe qui, vraiment, aller dans les Lire bibliothèques, Alexandre. Lire prenez, Alexandre. prenez des livres. Et alors moi, si vous avez envie de me lire, effectivement, cette question, elle est un peu piège. Que faire pour préserver mon bien-être? Parce que Alexis n'a pas de réponse, Onur non plus, et moi-même, j'en ai pas. Et pourtant, j'ai écrit un livre sur le sujet. Mais dans ce livre, Entreprendre et surtout être heureux, moi, ce que j'ai voulu examiner, c'est le lien entre bien-être, tel que Onur l'a défini, une harmonie, et la décision de devenir entrepreneur. Et ce que j'ai voulu poser, c'est que devenir entrepreneur, ce n'est pas du tout synonyme de devenir heureux ou de préserver son bien-être. Au contraire, ce que j'ai voulu examiner, c'est comment le lancement d'un projet et son développement déclenchent des défis pour l'entrepreneur, pour l'individu, pour la personne. Je me lance, je décide de créer ma boîte, je me mets dans une situation qui est émotionnellement, physiquement et même spirituellement très différente de ce que j'ai connu avant. Ça peut déclencher mon syndrome de l'imposteur, ça peut déclencher ma peur de l'échec, ça peut déclencher une comparaison excessive avec d'autres entrepreneurs, ça peut déclencher une obsession du détail, ça peut déclencher une anxiété financière que je n'avais pas avant. Et alors, à l'origine de ce livre, j'ai lancé une enquête à laquelle 10 000 entrepreneurs ont répondu, où je les ai interrogés sur leur niveau de bien-être. Et je les ai également interrogés sur le niveau de développement de leur entreprise. Et j'ai pu observer simplement des corrélations très fortes entre des stades de développement du projet et des problématiques euh, que je viens de mentionner, anxiété, peur de l'échec, syndrome de l'imposteur, etc. Et donc, dans le livre, ce que je propose, c'est simplement de regarder ce qui peut se passer, d'observer et de comprendre que oui, plus je vais avancer dans mon projet entrepreneurial, plus je vais le développer, mais plus je vais devoir être conscient de l'impact que ce projet, que cette entreprise a sur mon bien-être, sur mon niveau d'énergie, etc.
Et après, il existe des dizaines, des centaines d'outils et je ne peux que redire ce que a dit Onur à plusieurs reprises. Partez de vous, partez de qui vous êtes pour trouver l'outil adapté. Mais voilà, je pense après avoir écrit ce bouquin enfin, je me sens tout à fait de l'affirmer. Entreprendre est un est un magnifique voyage personnel, mais un voyage qui va euh, complètement bouleverser votre rapport au bien-être. Avant peut-être de conclure, parce que c'est demandé par beaucoup de personnes dans le chat, notamment en message privé, Onur, tu nous avais promis un petit passage sur l'intelligence artificielle. C'est un sujet que tu connais très bien. En une, 2 minutes, est-ce que si quelqu'un ici dans le chat, un des participants de la conférence, veut creuser l'intelligence artificielle, quel est le message que tu veux lui faire passer? Quelle est la première chose à faire ce soir? Pourquoi c'est important? Pourquoi ça compte quand on est entrepreneur indépendant freelance? Oh là là, oh là là. Deux ouvrages à recommander, je pense, qui répondront à la question. Je vais bien sûr un peu y répondre avec ce que j'ai compris. Le premier ouvrage, c'est le livre du docteur Laurent Alexandre, Oui, La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT, oui, qui est un essai qu'il a réédité à l'occasion de la technologie qui a connu une croissance folle. Un ouvrage passionnant, très bien écrit, un mi-chemin entre la prospective, la science-fiction aussi par moments, et aussi des interprétations personnelles mais éclairantes sur le sujet, et dont je donnerai un peu, enfin j'esquisserai un petit peu la thèse et pourquoi c'est préoccupant et pourquoi c'est intéressant. Et enfin, le second ouvrage, c'est un peu la réponse, mais une réponse différente. C'est Le triomphe de votre intelligence de Idriss Aberkane, qui là est un essai qui apporte en fait, qui prend un peu à contre-pied ce que Laurent Alexandre. Il faut savoir encore une fois d'où on parle. Lui, c'est une personne qui est très technophile, qui croit que la technologie va résoudre tous les problèmes du monde. Il est donc transhumaniste, etc. Et Idriss Aberkane a une approche un peu plus, je dirais, le mot qu'il qualifierait bien, c'est le discernement. Voilà, c'est savoir apprécier avec justesse et clairvoyance une situation et des faits. Et je trouve que l'ouvrage est vraiment très intéressant. Et donc, si vraiment ça vous intéresse d'avoir les deux ouvrages, donc La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT du docteur Laurent Alexandre, et enfin Le triomphe de votre intelligence de Idriss Aberkane. Alors, concernant après l'IA, en fait, il y a beaucoup de fantasmes autour de l'IA, un peu des mythes à défausser, mais en gros, concrètement, pour vulgariser, on voit l'IA comme étant, on peut imaginer comme Terminator, on peut imaginer l'IA comme étant euh, comment dirais-je, qui va mettre fin à l'humanité si vraiment on va jusqu'au bout, parce que bon, c'est aussi possible aussi, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais justement, il en parle, Alexandre là-dessus. Mais en fait, pour définir un peu l'IA, très très trivialement, très vulgairement, en fait, ce sont des logiciels extrêmement complexes qui résolvent des tâches complexes. Voilà comment on pourrait la définir très simplement, de façon très triviale, très simple. Et après, il y a plusieurs composantes de l'IA. Et je pense pas que ce serait pertinent de vous les dire, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, notamment là, je reprends la thèse de Laurent Alexandre, c'est que se passera-t-il. Là, vous voyez qu'actuellement, on est en train de déléguer de plus en plus l'autorité humaine à des machines pour prendre des décisions, pour aller plus vite, pour optimiser, pour rentabiliser, Et ça, c'est extrêmement préoccupant parce que plus on laisse de l'autorité humaine à des algorithmes, et moins nous, on peut justement l'exercer, cette autorité. Et donc, forcément, on peut devenir, hélas, s'il y en a qui connaissent le film Idiocratie, euh, un film en gros c'est une dystopie, hein, mais là, enfin, qui imagine en fait en gros la baisse de QI successive à cause de mauvais choix, notamment de choix reproductifs, etc., de politiques, qui en fait que les humains sont devenus tellement stupides que pour arroser les plantes, par exemple, ils mettent du soda, quoi. Et ils se rendent pas compte que ça ne pousse pas. Enfin, c'est un exemple pour vous donner un peu une idée. Et donc, en fait, c'est pour vous dire que la technologie amplifie ce qu'elle atrophie. Et mm, donc, ce qui est pertinent, surtout quand vous êtes des freelances maintenant, et j'en reviens à la question de cet entrepreneur, c'est que se passera-t-il quand l'intelligence sera une commodité? Que se passera-t-il quand concrètement ce que vous faites, vous, peut être fait en 15 secondes par une IA? Et l'ennui, c'est que l'école ne nous a pas vraiment trop aidé parce qu'en fait, l'école nous a formés à être un peu des machines, entre guillemets, dans le sens à faire des tâches très techniques. Or, les machines remplacent très facilement, bon, je m'excuse s'il y en a qui le sont, des comptables, ça va arriver, hein, hop, ils vont partir aussi. Et donc, mais moi aussi, je suis menacé, enfin, Alex aussi, Alexis, on est tous menacés, en fait, par le fait qu'il y a des machines
des intelligences entre guillemets artificielles, des programmes informatiques, on va dire, qui sauront mieux faire que nous ce qu'on sait faire. Et donc la question, c'est comment être en complémentarité pardon, avec une telle puissance démiurgique, on peut le dire, et comment composer avec, et comment en fait être comment dirais-je, complémentaire de cela. Et c'est là où je reviens encore une fois à vous, partez de vous, de vos forces, vraiment d'être très bon dans ce que vous faites, parce que si vous êtes très bon dans ce que vous faites, ce sera difficilement réplicable, ce sera difficilement remplaçable. Par exemple, quand ChatGPT est arrivé, beaucoup de copywriters moyens, entre guillemets, ont été fortement menacés, enfin, parce que ChatGPT est extrêmement bon. Après, quand on est très bon comme Alexis ou comme Alex, bah là, c'est plus compliqué parce qu'ils ont déjà un très bon niveau, ils ont des lectures, ils sont uniques dans leur marché. Et donc, c'est ce qui fait que pour l'instant, ChatGPT ne peut pas vraiment les remplacer, entre guillemets. Mais encore, eux, ils ont la chance d'avoir plein d'autres qualités et de compétences. Et donc, ça, c'est aussi important. C'est aussi un concept qui s'appelle l'antifragilité. C'est justement de savoir prospérer dans l'incertitude, de savoir prospérer dans le stress, dans le chaos. Et donc, quand on pense à l'IA, et je termine là-dessus parce que sinon je vais être trop long et c'est passionnant, je vais juste aller très très vite, c'est dites-vous à chaque fois, enfin moi j'ai la question que ça m'a vraiment marqué, c'est enfin, quand l'intelligence sera une commodité et qu'elle sera de surcroît inorganique et donc plus organique, donc plus autorité humaine, c'est quelle est la, la plus petite base sur laquelle s'appuyer pour rester les humains et pour entre guillemets valoriser justement le fait que nous sommes des humains. Qu'est-ce qui nous reste? Donc, on peut dire qu'il y a l'empathie, l'écoute, des compétences humaines, mais comment composer avec? Ça, c'est le vrai sujet et je pense que je vous recommande vraiment de vous intéresser à ChatGPT, de passer 1 heure par jour parce que si vous ratez ce train, malheureusement, c'est pas sauter une marche, c'est vraiment si vous ratez les marches là, c'est pas des marches, c'est des étages que vous allez rater après en termes de compréhension, de recherche, tout ça. Donc, vaut mieux apprendre à comprendre cela, même si vous estimez que c'est pas pertinent, parce que vraiment, si vraiment ça se produit, et à mon sens ça va se produire, surtout quand on entend les propos de Sam Altman, qui est le fondateur de OpenAI, donc la société mère qui a créé notamment ChatGPT, qui a quand même osé dire, c'est un homme brillant, mais il est aussi Asperger, donc forcément il n'a pas la même considération, les mêmes visions que nous. Il a quand même dit oui, l'IA va détruire le monde, mais entre-temps, on assistera à de formidables entreprises. Je vous laisse méditer là-dessus. À la fois, c'est la corne de l'abondance, c'est le veau d'or, l'IA, quand c'est bien utilisé, mais à la fois, ça précipite aussi malheureusement une accélération des temps qui peut être une révolution anthropologique et réelle. Hein. Bon, voilà, j'arrête là-dessus, sinon je vais être trop long. Bon, lisez les livres de Laurent Alexandre et de Israël Arcane sur le sujet, je Et pense. j'en profite, juste pour. Je vais pas refaire une explication de l'IA, mais moi, j'ai une vision un peu différente de toi, Onur, notamment sur Laurent Alexandre, enfin, le docteur Laurent Alexandre et Idriss Aberken. Pour moi, c'est pas des bonnes références sur l'IA, tu vois. On pourrait en faire un webinaire dessus, mais je suis pas sûr que ce soit des bonnes sources pour un entrepreneur d'aller consommer ce genre d'informations-là, euh, qui, je trouve, tend et joue sur le côté peur rationnel et irrationnel que l'homme peut avoir face à l'IA, tu vois. Et le meilleur conseil que je peux donner pour celles et ceux qui veulent comprendre un peu mieux l'IA, c'est d'aller à la source, en fait. Et la source, c'est les communications que OpenAI peut faire, les newsletters. J'ai une excellente newsletter pour celles et ceux qui parlent anglais qui s'appelle Barsee, Barsee, euh, qui a une vision plus optimiste, selon moi, que des gens comme les deux que tu as cités précédemment, tu vois. Euh, Je qui pour précise moi que, font preuve de malhonnêteté intellectuelle sur la partie A. Mais alors, c'est un autre sujet qu'on ouvrira peut-être une prochaine fois, tu vois. Mais je Un voulais autre, un apporter autre webinaire ensemble, les amis. c'est juste un petit. qu'Aberkan, c'est justement, c'est l'inverse. Je lui dis pas que l'IA c'est le contre, c'est vraiment la réponse contre. Donc, Laurent Alexandre, lui, effectivement, il est très technophile, mais Aberkan, c'est pas forcément le cas. Il a plus de nuances, justement. Et c'est pour ça que je recommande de lire les deux. Ils sont par ailleurs Ouais. très intéressants aussi. Mais En bon, tout cas, comme vous le voyez, tout le monde, mes invités du jour lisent beaucoup de livres et ça leur permet C'est bien de, d'avoir des. d'opposer leurs idées. Et ce que le seul point que je peux vous rajouter sur l'IA, et vous l'avez dit tous les deux, Onur et Alexis, c'est aller utiliser, allez vous rendre compte par vous-même de ce que c'est, de à quoi ça ressemble. Et ça peut être un très beau projet pour cette fin d'année 2023. Et c'est vrai que ça avance à une telle vitesse qu'il faut mieux pas attendre 2024.
Est-ce que ça vous a plu, ce premier webinaire, vendredi des possibles? On a 15 minutes de retard sur le planning. Voilà, on a duré 1h15 au lieu d'1 heure. Je pense qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements à Onur et Alexis. Ils viennent gratuitement ici donner leur temps pour ce premier webinaire. C'est super sympa de leur part. Vous pouvez retrouver leurs livres sur la boutique en ligne d'Erol, sur les plateformes ou chez votre libraire préféré. Je vous rappelle qu'il y a un site génial qui s'appelle Place des libraires qui vous permet de mettre votre adresse, un livre que vous cherchez et hop, vous voyez les librairies apparaître autour de chez vous qui ont le livre en stock en temps réel et ça, c'est génial. Et, ben, je vous remercie pour tous ces jolis messages qu'on voit dans le chat. Je pense que ça leur Merci fera beaucoup. très plaisir. À Et quand la merci suite? Alexandre pour l'invitation, Eh pour ben, avoir inauguré. Merci de nous avoir fait confiance pour inaugurer ce format. vous m'avez pas déçu, c'était avec grand plaisir. La suite, je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas encore de plan, justement, à 90 jours, malheureusement, pour ce webinaire. Je voulais tester et voir si ça vous plaisait. Et visiblement, c'est le cas, donc tant mieux. Mais on va y réfléchir. Vous pouvez envoyer toutes vos réponses euh, aux newsletters de vendredi qui sont envoyés via le vendredi des possibles. Voilà, n'hésitez jamais à me répondre et à me suggérer des idées de webinaires ou autres. Ce serait parfait. Merci encore, Onur et Alexis. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. À la À très prochaine. vite. Ciao, Onur aussi. Salut à toutes et à tous. À très bientôt.